Être Kamel, C'est tout Kamel possible. Zouazoui, Ça peut-être parmi Kamel nous. Zouazoui, tout à fait. Voilà. Tout Eh à bien, fait. restez avec nous. On va tout de Merci, suite Agnès. aussi donc parler donc, de Kamel Zouazoui, qui lui est dans un autre contexte, mais toujours dans la recherche, l'écriture, la narration également. Alors, vous avez découvert très tôt que vous aimiez le théâtre, vous aimiez les histoires, vous aimiez qu'on vous raconte des histoires, et puis par la suite, vous en avez fait votre métier. C'est cela. En fait, j'ai commencé à l'âge de 9 ans et demi le théâtre à Saint-Étienne dans une association de quartier. Et on a travaillé sur le travail de Chaplin. Oui. Et on a fait une fresque pendant 2-3 ans. On a proposé dans les écoles, les hôpitaux, dans l'entourage, une fresque des différents sketchs et personnages qu'accompagnait Charlot. Et quand on goûte à ce genre de choses très tôt, on ne peut plus s'en séparer. C'est-à-dire quand on a l'habitude, surtout issu de l'immigration, d'être dans un lieu et d'avoir un regard positif posé sur soi, le sentiment d'appartenir à un groupe, à un ensemble, bizarrement et intrinsèquement, eh ben on en échappe, on n'en sort plus, on continue dans cela. Donc je suis allé au lycée, j'ai passé un bac théâtre, ensuite je suis allé à l'université. Je n'ai jamais vraiment lâché le théâtre, j'ai fait une licence de psychologie, je me suis passionné pour les langues étrangères et j'ai compris que j'étais dans l'énergie du partage et de l'échange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis arrivé à Paris pour travailler et rentrer dans la vie active, j'avais cette nécessité de raconter, du partage, d'entendre, de recevoir. Paris est un lieu du monde où les gens se croisent et je me suis dit comment est-ce que je pourrais organiser ce partage et je me suis donc mis à écrire, à jouer, à continuer cet art et je suis arrivé jusqu'à Nasreddin. Voilà, et faire ce que vous avez toujours voulu faire, bien sûr, monter sur les planches et raconter. Alors on dit de vous que vous êtes un conteur des temps modernes aujourd'hui, avec bien sûr des récits tirés de l'histoire. C'est cela. Chacun est conteur en vérité. Chacun a une histoire à porter, chacun a une histoire à apporter à l'autre. Nos grands-mères ici, ou en France, nous partageaient des histoires. Et nous avons cette nécessité du transmettre. Vous parliez justement du potentiel fils de Majid. Je lui souhaite d'avoir un fils qui aura 20 ans, ou une fille, c'est égal, mais en tout cas, de transmettre. Et j'ai justement cette inquiétude aussi que les gens arrêtent de se donner les choses, de se les partager, comme les secrets les plus simples de l'existence, pour exemple. Eh bien, je continue dans ce travail, j'essaye vraiment de rester dans cette énergie du partage. Et donc j'ai pris 22 petites métaphores de Nasreddin Hoxha, je les ai laissées se tisser entre elles sont devenues un spectacle. Et j'ai voulu ramener Nasreddin comme un outil pour communiquer entre nous. J'ai voulu le ramener au théâtre et c'est lui qui m'a ramené au théâtre. Alors, Jaha, qui est un personnage très connu à travers le monde, alors comme vous le dépeignez donc, à travers la littérature, on le retrouve un petit peu partout dans le monde, sous différentes appellations, bien sûr. Chez nous, dans le Maghreb, c'est Jaha, et bien sûr qui prend tour à tour différentes situations à travers donc, différentes situations, burlesques peut-être, mais avec un sens très, 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 très fort hein, exact. En pour la société. Nasreddin est né en 1209. Dans la ville de Konya, qui est dans l'ancienne Perse. C'était l'ombre comique de Jalaleddin Rumi, qui était un grand penseur de l'islam. Un soufi. L'histoire de Nasreddin, c'est que ses métaphores et ses paraboles, son regard sur l'existence, ses regards sur l'existence, étaient tels que partout l'islamisation s'est installée, partout sur la route de la soie, ces histoires ont été partagées. Et chaque pays traversé disait, mais on va coller notre folklore et notre appellation sur ce personnage. Une des premières fois où j'ai compté dans ce spectacle, il y avait ma mère qui était dans le public, et à la fin du spectacle, elle me dit, mais ça me rappelle, ton Nasreddin me rappelle quelque chose de ma grand-mère. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, mais il s'appelait Tcha. Et je la regarde, je lui dis, c'est le même, sauf que le nom n'est pas le même, et j'ai vu l'enfance de ma mère dans ses yeux en un instant. C'est extraordinaire. C'est ce que vous voulez transmettre à votre public. Exactement. Chaque fois que vous montez sur scène, bien sûr. Rappeler le sentiment, c'est pour ça que je suis un conteur un peu moderne, c'est que j'ai le souhait de rappeler le sentiment à chacun, en toute humilité, que l'on n'est que d'un seul monde, en vérité, que l'on n'a rien inventé, que l'on est responsable de ce que nous a légué et que l'on a nécessité à le transformer avec notre regard sur l'existence pour le céder à d'autres. Alors ce qui est formidable, c'est que vous inspirez un petit peu, donc de la bibliographie que vous avez donc trouvée à travers donc vos recherches, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que en majorité pour les contes, ça se transmet oralement, de génération en génération. Alors comment est-ce que vous avez fait ce lien entre justement ces différentes histoires issues donc des contes? En vérité, ces histoires-là, je me les raconte à moi.
C'est-à-dire qu'avant de venir en Algérie, c'est la première fois. Je suis venu en janvier au Oui. CCF de Tlemcen. C'était la première fois et vous étiez C'était- très content, il paraît. Ah oui, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Benissaf. Un monsieur m'a dit, en voyant mon accoutrement, il me dit, vous êtes un immigré? Je lui ai dit, monsieur, je suis un Algérien de l'extérieur. J'ai fait en sorte de venir en Algérie avec mon passeport algérien. Tant que je n'avais pas de passeport, je n'avais pas souhaité venir avec un visa, c'est personnel. Je lui ai dit, monsieur, non, je suis un Algérien de l'extérieur. Il me dit, mais Algérien de l'extérieur, Algérien de l'intérieur, mais c'est Algérien quand même. Alors je l'ai regardé, je dis, oui, monsieur, bravo, je suis un Algérien. Et en rentrant en province, j'ai appelé mes parents, et mon père est là aujourd'hui, je leur ai dit, je ne peux plus respirer sereinement sans aller là où vous êtes né, sans aller là où commence mon histoire. Et ils m'ont fait l'amitié, et c'est de l'amour, je crois, de venir me servir de guide sur la terre de nos ancêtres. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et bien entendu, le lien est tissé, et c'est un lien que j'espère garder. D'ailleurs, je vais revenir jouer en juin, fin juin. C'est Mais bon, ça, pourquoi, c'est depuis, c'est autre vous chose. revenez souvent. Et Voilà. là, vous êtes parti à Tizi Ouzou. je Alors, pense. j'ai joué à Béjaïa. Omar Fatnouch et ses À équipes Béjaïa, oui. m'ont ouvert le théâtre régional. Ensuite, j'ai joué à Tizi Ouzou, à la Maison de la Culture. J'ai joué à Ouassif quelques histoires lors d'une rencontre avec des jeunes qui font du théâtre et qui ont. L'Algérie, je l'avais dit dans un article, l'Algérie a tous les talents. En vérité, la jeunesse algérienne a une énergie, une envie, et il faut savoir l'encourager. Vraiment, les jeunes de Ouassif ont fait un travail sur le droit de la femme en Algérie. Une réflexion s'en est suivie, un débat. C'est extraordinaire. Vraiment, Un bel échange en tout c'est cas. un bel Vous avez échange. partagé. Alors, quel a été donc l'impact de votre pièce, en fait, si vous voulez, ou votre spectacle sur le public? À Béjaïa, j'ai pris le temps de parler avec les gens parce que j'y suis demeuré plusieurs jours. Les gens ont aimé mon travail. J'avais très peur, vraiment. Parce que quand on fait quelque chose sur ses origines sans vraiment les connaître, quand on fait les choses à partir du texte, j'avais peur de soumettre mon regard au public d'ici, même à Tlemcen, bien entendu, qui est un public très éduqué également. Et le rire des gens à Tizi, à Béjaïa et à Tlemcen m'a nourri. C'est un rire généreux, c'est un rire sincère, et je suis un grand gourmand. Je suis plus gourmand que je suis bavard. D'accord. Et je suis gourmand de cet échange-là. Je viens pour soumettre aux gens Oui. mon regard sur les choses, et je me nourris de cela. L'autre jour, j'ai joué en Égypte, et j'ai appris quelque chose. Quand je joue, dans chaque pays où je joue, dans Alors, chaque public rencontré, Vous allez peut-être jouer sur ce plateau là tout de suite. Vous allez nous faire un petit texte comme ça, très Vous le court, souhaitez? juste pour nous. Et bien sûr, il faut être dans une atmosphère particulière. En fait, il faut le être conteur, soi-même. c'est Laura. Il nous transmet, il nous transporte un petit peu dans cette aura particulièrement donc des contes. c'est Chacun, ça en vérité, reçoit les contes à hauteur de sa propre expérience. Très bien. Quand j'ai des publics de 7 ans, ben, ils ont un rire de 7 ans. Et parfois, j'ai un public de 77 ans et plus, vous en êtes très loin. Et bien là, ils ont un rire à hauteur de cette expérience-là. Voilà. Un jour, Joha, par exemple, Ça c'est. Vous allez en voulez raconter. une? Oui. Oui, Vous allez, voulez on écoute. comme vous le souhaitez. Un jour, Johar trouve un miroir qui a été négligemment laissé sur une route. Et ce miroir était aussi beau et aussi lumineux qu'un soleil. Il était aussi grand qu'une main. Johar regarde ce miroir et il dit vraiment de nos jours, les gens jettent n'importe quoi. Jeter un miroir d'une telle beauté, en vérité, c'est une honte. Et il prend le miroir, il le retourne et se voit dans la glace. Et là, il crie, ah, je comprends maintenant pourquoi on t'a jeté. D'accord. Ah. Et oui, il faudra bien comprendre, Il en faut- tout cas, les lignes, entre les lignes, et C'est pas essayer que pour les d'expliquer. enfants, hein. Non, c'est pour ça que le